Alors bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le bureau de la Société ainsi que le groupe de travail d'insuffisance cardiaque de m'avoir associé à cette session dédiée à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite d'origine ischémique pour discuter des indications du défibrillateur. Et bien évidemment, en se basant sur les recommandations européennes et américaines de l'insuffisance cardiaque et les recommandations de 2022 de la prise en charge des arythmies ventriculaires. Donc, comme vous savez très bien, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite constitue un problème de santé avec une lourde morbimortalité, particulièrement en rapport avec la mort subite, qui est multipliée par 5, et ça constitue 40 à 50% des étiologies de mortalité globale, et particulièrement fréquente chez les patients qui ont une symptomatologie modérée, avec une classe NYHA, classe 1 à classe A2. Et cette mort subite, elle est particulièrement elle est en rapport avec des arythmies ventriculaires et qui sont particulièrement fréquents chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite d'origine ischémique, qui est le thème de notre session. Et malgré les avancements du traitement pharmacologique, certes, on est en train de voir une diminution de cette mort subite, mais quand même, le risque de mortalité d'origine rythmique, il reste non négligeable, et le défibrillateur, il reste la pierre angulaire de la prévention de mort subite. Donc, je vais commencer par un pré-test, vu qu'il y a des résidents dans la salle. Donc, alors, est-ce que le défibrillateur est indiqué chez les patients qui ont une tachycardie ventriculaire soutenue, bien tolérée, avec une fraction d'éjection de 38%. Qui est pour? Personne. Des patients qui ont fait des tachycardies ventriculaires mal tolérées et avec une fraction d'éjection de 40%. Des patients qui ont fait une tachycardie ventriculaire survenue dans les 24 heures après un infarctus du myocarde. Non. Des patients symptomatiques d'une dyspnée stade 2 avec une fraction d'éjection à 30%. OK. Des patients symptomatiques d'une syncope inexpliquée, fraction d'éjection à 38%, chez lequel on a fait une stimulation ventriculaire programmée et on a induit une tachycardie ventriculaire monomorphe. OK. Je passe pour la deuxième question. Patient âgé de 60 ans qui a une cardiopathie ischémique, une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, une FEVG à 35%, symptomatique d'une dyspnée stade 2 NYHA, après 3 mois de traitement médical optimal, un BAV complet paroxystique, et à l'ECG de base, il a un bloc de branche gauche avec un QRS à 130 millisecondes. Alors, quel serait le choix optimal du défibrillateur? Qui est pour le défibrillateur triple chambre? Un défibrillateur sous-cutané? Un défibrillateur double chambre? Et est-ce qu'on va privilégier une sonde double coil plutôt qu'une sonde monocoil? Qui est pour la sonde double coil? D'accord. Alors, voici le plan que je vais suivre au cours de cette présentation. Donc, tout d'abord, on va voir pourquoi indiquer un défibrillateur automatique implantable, quelles sont les indications, et je vais terminer par le choix optimal du défibrillateur. Donc, pourquoi le défibrillateur? C'est pour traiter tout ce qui est arythmie ventriculaire menaçante, donc réduire la mort subite, réduire la mortalité toute cause. Et d'ailleurs, les études ont montré, et particulièrement l'étude SCODA-SHEFT, qui ont montré que le bénéfice était particulièrement important chez les patients qui avaient une étiologie ischémique et les patients qui avaient une symptomatologie modérée. Toutefois, il y a quelques petits inconvénients, c'est le coût élevé du dispositif, les complications non négligeables, les chocs inappropriés, les infections, et le nombre important nécessaire pour prévenir une mort subite dans les indications de prévention primaire. Donc là, je vais passer au vif du sujet. Quelles sont les indications pour implanter un défibrillateur chez cette population? Donc, il y a des indications de prévention secondaire chez les patients qui ont survécu à une arythmie ventriculaire menaçante, et ceci, quelle que soit la fraction d'éjection ventriculaire gauche, et il y a les indications de prévention primaire, mais d'où l'importance de stratifier correctement le risque de mort subite. Donc, dans les indications de prévention secondaire, là, il n'y a pas de souci, c'est un niveau de recommandation classe 1 pour les patients qui ont fait une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire mal tolérée en l'absence d'une étiologie aiguë, mais à condition que l'espérance de vie, elle soit correcte et qu'elle dépasse 1 an.
Et donc, le niveau de recommandation puissant, en fait, il découle des résultats de plusieurs études qui ont montré et qui ont conclu au bénéfice du défibrillateur dans les indications de la prévention secondaire, les études SEEDS, AVID et CASH. Et là, c'est une méta-analyse qui a inclus ces 3 études, dont 80% des patients avaient une cardiopathie ischémique, et ils ont conclu que le défibrillateur réduisait de 28% la mortalité et de 50% la mort subite. Ce bénéfice était particulièrement important pour les patients qui avaient une fraction d'éjection de moins de 35%. Donc, dans les indications de prévention secondaire, quand même, il y a des contre-indications pour implanter un défibrillateur dans les 40 jours qui suivent un infarctus du myocarde ou d'aller implanter un défibrillateur chez des patients qui ont des arythmies ventriculaires incessantes ou qui ont des orages rythmiques. Donc, c'est une contre-indication. Donc là, je vais passer aux indications pour implanter un défibrillateur en prévention primaire chez ces patients qui ont une fraction d'éjection de moins de 40%. Donc la survenue d'une tachycardie ventriculaire, même bien tolérée, ça fait indiquer le défibrillateur avec un niveau de recommandation classe 1. Et vous voyez l'ablation par radiofréquence. Par radiofréquence, elle n'est recommandée qu'en classe 2B avant ou après l'implantation du défibrillateur pour réduire la charge de tachycardie ventriculaire. Contrairement à la population qui a une fraction d'éjection de plus de 40%, où on trouve l'ablation, où l'ablation trouve toute son importance par rapport à l'implantation du défibrillateur. Mais là, en l'absence de tachycardie ventriculaire, quand est-ce qu'on va indiquer un défibrillateur en prévention primaire? Et là, les recommandations de 2022, ils ont simplifié, ils ont mis un algorithme qui a illustré les indications de l'implantation du défibrillateur en fonction de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Et il est important de réévaluer la fraction d'éjection dans les 6 à 12 semaines suivant l'infarctus du myocarde. Donc, schématiquement, ces patients qui ont une fraction d'éjection de moins de 40%, ils vont être schématiquement divisés en 2 sous-groupes. Les patients qui ont une fraction d'éjection de moins de 50% et les patients qui ont une fraction d'éjection comprise entre 36 et 40%. Et les indications, bien évidemment, vont dépendre des paramètres cliniques et paracliniques également. Donc, je vais commencer par la population qui a une fraction d'éjection de moins de 35%. En prévention primaire, on sait très bien que le défibrillateur est recommandé en classe 1 pour les patients qui sont symptomatiques de classe NYHA 2 à 3. Et bien sûr, là, c'est un niveau de recommandation puissant, c'est un niveau de recommandation classe 1. C'est grâce aux résultats des différentes études, MADIT, MADIT2 et SCODA-CHEFT. Et en 2010, cette méta-analyse a conclu que le défibrillateur réduisait de 27% la mortalité et que ce bénéfice était particulièrement important dans les étiologies ischémiques. Et une réduction de 60% de la mort subite. Et là, plus récemment, en 2020, malgré l'avancement du traitement pharmacologique de l'insuffisance cardiaque, le bénéfice du défibrillateur dans la prévention primaire, il reste toujours d'actualité. Et c'est une étude publiée en 2020 qui conclut que le défibrillateur réduit de 83% la mort subite et de 27% la mortalité totale. Qu'en est-il pour les patients asymptomatiques? Eh bien, le défibrillateur est recommandé en classe 2A, mais à condition que la fraction d'éjection soit plus grave, elle est inférieure à 30%, et ceci à la lumière des résultats de l'étude MADIT2. Donc, il est important de noter que dans les indications de prévention primaire, les patients qui ont une insuffisance rénale au stade terminal, les patients diabétiques, les patients âgés, c'était les patients qui bénéficiaient le moins de l'implantation du défibrillateur en prévention primaire, d'où l'importance d'une stratégie thérapeutique individualisée. Et même dans les indications d'implantation en prévention primaire, il y a des contre-indications. Donc, il ne faut pas implanter un défibrillateur dans les 40 jours suivant un infarctus. Il ne faut pas implanter les patients avec une symptomatologie sévère et qui ne sont pas candidats à une assistance ventriculaire ou à une greffe cardiaque. Donc, c'est une classe 3. Donc là, je vais m'attarder un peu pour les patients qui ont une fraction d'éjection entre 36 et 40%. Pour les patients qui ont une symptomatologie d'une syncope inexpliquée ou qui font des tachycardies ventriculaires non soutenues, eh ben, il faut leur faire une exploration électrophysiologique avec une stimulation ventriculaire programmée. Et pour les patients chez qui on induit une tachycardie ventriculaire, mais à condition qu'elle soit monomorphe et soutenue,
Et là, c'est un niveau de recommandation classe 2A pour implanter le défibrillateur. Et cette étude a montré le bénéfice d'implanter ce défibrillateur pour les patients chez qui on induit une TV avec la stimulation ventriculaire programmée. Mais là, la problématique, ces patients de 36 à 40% qui sont complètement asymptomatiques, là, la stratification de risque, elle est un petit peu floue, elle est problématique. Et là, il y a des études en cours qui vont évaluer l'intérêt de l'exploration électrophysiologique ou carrément l'imagerie, l'IRM à la recherche de cicatrices, l'étude CMR Guide. Donc finalement, avant d'implanter le défibrillateur, certes, les bénéfices l'emportent, mais il faut considérer l'espérance de vie, la qualité de vie, les comorbidités, même s'il s'agit d'une indication puissante, classe 1 ou classe 2A, avec une décision collégiale. Je passe à la dernière partie de ma présentation. Alors, quel type de défibrillateur ? Donc, quand on indique un défibrillateur, il faut voir toujours est-ce que notre patient a besoin d'un système de resynchronisation cardiaque. Et la resynchronisation cardiaque, elle sera indiquée quand j'ai des QRS larges, avec un bloc de branche gauche qui dépasse les 130 millisecondes, ou en cas de QRS qui dépasse les 150 millisecondes en dehors d'un bloc de branche gauche. On va privilégier le défibrillateur monochambre quand il s'agit d'une prévention primaire. Donc le double chambre, il ne sera indiqué que pour les patients qui auront besoin d'être stimulés. On va privilégier la sonde monocoque, moins de complications. Par contre, la sonde double coque, quand on a besoin de donner des énergies de défibrillation importantes, quand des patients ils sont implantés du côté droit ou dans les pathologies de cardiomyopathie hypertrophique. Alors, ce qui est nouveau en classe 2A, le défibrillateur sous-cutané, il est indiqué quand on n'a pas besoin de stimuler et quand on n'a pas besoin de délivrer une stimulation antitachycardique. L'avant-dernière diapo, en fait, il y a quelques aspects spécifiques. Il faut toujours optimiser la programmation. Il ne faut pas oublier le traitement concomitant, le traitement pharmacologique, l'ablation par radiofréquence pour traiter tout ce qui est tachycardie supraventriculaire, une fibrillation atriale pour diminuer les chocs inappropriés. Et la chose qui est très importante, c'est la prise en charge psychologique avant et après l'implantation du défibrillateur, parce que 20% des patients souffrent d'anxiété et de dépression, et l'anxiété et la dépression, elle est associée à une augmentation de la mortalité. Donc, vu que Dr Zied dit il est dans la modération, je ne peux pas oublier les patients qui ont une assistance ventriculaire. Donc, quand est-ce qu'on va implanter un défibrillateur ? Eh bien, c'est pour les patients qui font des arythmies ventriculaires soutenues et symptomatiques. On sait très bien que les patients qui sont porteurs de LVAD, les arythmies ventriculaires, elles sont généralement bien tolérées, mais quand ces arythmies ventriculaires, elles persistent, elles peuvent altérer la fonction ventriculaire droite, et donc à ce moment-là, il faut mettre le défibrillateur avec un niveau de recommandation classe 2A. Donc là, on va refaire le post-test. Donc finalement, le défibrillateur, il est indiqué chez les patients qui ont une tachycardie ventriculaire soutenue avec une fraction d'éjection à 38%. Chez les patients qui ont une TV mal tolérée avec une fraction d'éjection de 40%, ça entre dans le cadre de la prévention secondaire. Dans les suites immédiates d'un infarctus, non, il ne faut pas mettre le défibrillateur. Les patients symptomatiques d'une dyspnée stade 2 avec une fraction d'éjection à 30%, donc c'est la prévention primaire. Et les patients qui ont une syncope inexpliquée avec une fraction d'éjection de 38% et chez qui on déclenche une stimulation à la stimulation ventriculaire programmée, une tachycardie ventriculaire. Et pour la deuxième question, ce patient qui a donc la FEVG de 35%, le bloc de branche gauche, le BAV paroxystique, eh ben ça sera un système de resynchronisation et donc ce sera un défibrillateur triple champ. Et donc là, pour conclure, en plus, associé au traitement médical optimal, il faut savoir que le défibrillateur, il reste la pierre angulaire dans la prévention de mort subite, qu'elle soit en indication primaire ou en indication secondaire, particulièrement dans cette population. Et pour les indications de prévention primaire, on a besoin de stratifier de façon correcte le risque de mort subite. Et le paramètre le plus puissant, on sait très bien que c'est la fraction d'éjection et on a la barrière de 35%. Là, il y a des nouveaux outils en cours d'exploration, donc l'imagerie, la stimulation ventriculaire programmée. Même s'il s'agit d'une indication puissante, il faut toujours considérer l'espérance de vie, la qualité de vie, les comorbidités. Donc une prise en charge individualisée, une décision collégiale. Et notre équipe, en fait, avant d'indiquer une implantation d'un défibrillateur, on se concerte toujours entre nous trois, Dr Weli et Dr Jabeli, avant d'indiquer un défibrillateur. Et je vous remercie pour votre attention.